Bonjour, cette vidéo donc a pour objectif de présenter la nouvelle formation de spécialisation qu'est le KPI aux enseignants exerçant dans le second degré. Bien entendu, il ne s'agira pas de rentrer dans les détails des contenus de formation, mais bien de présenter les grands enjeux de cette nouvelle formation et de faire comprendre à chacun ce vers quoi la spécialisation tend. Dans un premier temps, donc, arrêtons-nous sur l'acronyme même du KPI. Il s'agit du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive. Nous sommes bien sur l'idée selon laquelle nous voulons certifier une aptitude professionnelle à pratiquer une école dite inclusive. Sans aller dans le détail, derrière cette idée figure la notion même mise en œuvre d'une pratique particulière en lien avec une notion apparue maintenant dans les années 2000, la notion d'inclusion. Quand on sait ce qui relève de l'inclusion scolaire, concept recherchant une place ordinaire et adaptée pour l'ensemble des élèves, on mesure l'enjeu de cette nouvelle formation. Il ne s'agit pas d'envisager une intégration plus poussée, mais bien d'organiser l'école afin de mettre en place des aménagements permettant une scolarité correspondant aux possibilités de l'ensemble des élèves. La mise en place de l'école inclusive suppose un changement de paradigme prenant en considération les besoins éducatifs particuliers des élèves, proposant des dispositifs de réussite scolaire basés sur des enseignements correspondant à leurs besoins, de manière à ce que les élèves soient en capacité de comprendre et de faire ce qui leur est enseigné. Pour ce faire, il est nécessaire de faire évoluer individuellement puis collectivement les pratiques dans un projet qui ne peut être que collectif. C'est tout l'enjeu du KPI, une formation individuelle auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers, avec un objectif de modification collective des pratiques par une action spécifique des personnels spécialisés envers leurs pairs. C'est ce que nous aborderons plus tard au regard de la notion de personnes ressources de l'éducation inclusive. Je vous propose 3 points dans cette intervention. Un premier point sur la spécialisation des enseignants au fil de l'histoire de l'école obligatoire. Un deuxième point précisant quelques éléments de politique éducative nationale. Et enfin, un troisième point plutôt centré sur la formation en elle-même. Puisqu'il est plus facile de comprendre ce vers quoi nous allons, en connaissant notre passé, nous allons essayer de retracer en quelques mots l'histoire de la spécialisation des enseignants au gré de l'histoire de notre école obligatoire. Figure dans les 2 diapositives qui viennent donc les principales dates correspondant à l'évolution de la spécialisation des enseignants. Commençons par le début du XXe siècle. Nous sommes le 15 avril 1909, date à laquelle la loi relative à la création des classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques, l'école autonome de perfectionnement sont créées à destination des enfants dits arriérés, et créé alors le certificat spécifique à l'attention des enseignants en charge des élèves accueillis en classe de perfectionnement, dite classe de perf. Le certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés, c'est le CAEA. Il faut attendre 1939 pour voir apparaître une spécialisation supplémentaire afin de reconnaître le travail des enseignants exerçant dans les écoles de plein air. En 1963, apparaît le CAEI, certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et des adolescents déficients ou inadaptés. Ce diplôme abroge et unifie à travers ces différentes options le CAEA et le CEAPA. Il est créé donc par décret le 12 juillet 1963, puis aboli par le décret du 15 juin 1987. En 1987, un décret signe l'amendement du CAPSAIS, certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire, en quelque sorte l'ancêtre du diplôme de spécialisation actuel. Il faut attendre le début de l'année 2004 pour voir l'avènement d'un autre diplôme de spécialisation selon 2 valences, une pour le premier degré, le CAPASH, certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées des enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap. Le certificat est destiné au personnel relevant du premier degré, exerçant en premier comme en second degré,
mais étant financé par le premier degré. Le texte de 2004 instaure également le certificat pour les enseignants relevant du second degré, le 2CA-SH. Ce diplôme, donc le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap. Ces deux diplômes ne sont pas équivalents. Le CAPA-SH ouvrant droit à une indemnité spécifique, le 2CA-SH non. De plus, les durées de formation ne sont pas équivalentes, puisque le CAPA-SH ouvre droit à une formation de 400 heures, alors que le 2CA-SH n'ouvre droit qu'à une formation de 150 heures. Les attendus de l'examen pour les deux diplômes sont équivalents, même si l'on sait que sur le terrain, les exigences des jurys ne sont pas exactement les mêmes. Nous arrivons donc à l'examen qui nous préoccupe aujourd'hui, le KPI, diplôme instauré par le décret du 10 février 2017, deux arrêtés du même jour et la circulaire du 14 février. Le KPI, donc étant le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive, comme nous avons dit précédemment, il s'agit bien d'un certificat d'aptitude professionnelle. Toutefois, on voit apparaître la notion d'éducation inclusive, bien sûr, tout d'abord dans la loi du 11 février 2005, puis en même temps, dans le cadre de la loi de refondation de l'école, avec une réelle préoccupation de la prise en compte des besoins particuliers pour tous ces élèves. Dans cette nouvelle diapositive, nous voyons apparaître l'ensemble des examens et diplômes de spécialisation, avec les deux grandes lois sur le handicap, la loi du 10 juin 1975 et la loi du 11 février 2005. Trois grands diplômes avant la fameuse loi de 1975, avec une meilleure idée de gestion de l'hétérogénéité. Nous voyons que nous sommes sur une logique d'éducation séparée. À la suite de la loi de 1975, donc, loi promouvant la scolarisation des élèves en situation de handicap, avec un effet intégratif. On voit alors les schémas en bas de cette diapositive. Enfin, la loi du 11 février 2005 avec l'apparition en 2017 du KPI. Parallèlement, en 2017, l'apparition d'un nouveau corps des psychologues, les psychologues de l'éducation nationale, refondant le corps des conseillers d'orientation psychologue et des ex-psychologues scolaires. Nous voyons bien la volonté claire et précise de donner la possibilité d'exercer dans le premier et dans le second degré, et en même temps, le souhait clair d'améliorer les liaisons entre le premier et le second degré dans une réelle logique d'éducation inclusive. Dans cette diapositive, nous voyons apparaître donc la notion d'évolution, de la spécialisation et de l'accompagnement des élèves en situation de handicap, passant d'une logique plutôt intégrative où l'élève doit montrer sa capacité à pouvoir être accueilli, à une autre logique plus inclusive. C'est donc à la société même de se préoccuper et de mettre en place des adaptations, des accompagnements spécifiques, des mesures de compensation, à la fois donc sur l'accessibilité et sur la compensation, permettant un accueil correspondant à une vision du parcours de l'élève. Nous sommes à l'heure actuelle à mi-chemin entre les applications de 1975 et la finalité de la loi de 2005 avec cette notion d'inclusion. Les choses ont évolué, mais il reste encore beaucoup à faire pour que des adaptations, des mesures de compensation et d'accessibilité soient effectives pour tous et pour chacun. Les enseignants titulaires du KPI auront donc à œuvrer dans cette promotion de l'éducation inclusive de manière à pouvoir mettre en œuvre dans l'ensemble de leur classe de responsabilité des mesures d'adaptation pédagogique et en même temps un autre rôle qui est institué par le KPI d'être personnes ressources auprès de leurs collègues, auprès de l'établissement, de promotion de l'éducation et de l'école dite inclusive. Je voudrais maintenant aborder quelques éléments cadrants concernant la politique éducative nationale. Tout d'abord, les grandes lois fondatrices que sont la loi sur la scolarisation des élèves en situation de handicap du 11 février 2005, puis la loi d'orientation et de programmation sur la refondation de l'école de la République du 25 juin 2013. Tout cela
articulée avec les codes de l'éducation, en particulier l'article L111.1 qui reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Apparaît donc dans le Code de l'éducation, à cette occasion, l'idée même d'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction, élément fondamental de la politique éducative. Pour rappel, un certain nombre de textes officiels, textes de politique éducative de portée nationale, avec bien entendu le décret du 2 avril 2009 mettant en place les unités d'enseignement dans les établissements médico-sociaux et sanitaires, la circulaire RASET du 18 août 2014 sur le fonctionnement des réseaux d'aide dans le premier degré et leur mission, la circulaire sur les ULIS avec unification au premier et second degré, unité localisée d'inclusion scolaire, circulaire du 21 août 2015, puis le décret, la circulaire sur les SECPA, instaurant la notion même de structure inclusive, circulaire arrêté du 21 et 28 août 2015. Pour ce qui relève donc de l'année 2017, 3 textes d'ampleur, donc avec les textes cadrant le nouveau KPI, apportant de nombreux changements dans la formation des enseignants spécialisés, le texte de cadrage concernant le recrutement et la formation des psychologues de l'éducation nationale, en amenant un rapprochement des deux anciens corps, conseillers d'orientation de psychologues et de psychologues scolaires, et le troisième texte, important, sur la mise en œuvre du parcours de formation des jeunes sourds. La politique éducative nationale s'oriente vers une prise en compte de la diversité du public, et cela influe directement sur les pratiques mises en œuvre dans le cadre de la classe. Elle passe par une sensibilisation forte aux problématiques rencontrées, mais également et surtout aux réponses pédagogiques à mettre en œuvre. D'autre part, cette politique vise une meilleure prise en compte des situations de handicap dans l'ensemble des établissements, qu'il s'agisse du premier ou du second degré. Cette sensibilisation se décline selon 2 axes, le développement de dispositifs de scolarisation et un renforcement de cet accompagnement. Dans le cadre du développement des dispositifs, plusieurs mesures sont venues compléter l'existant, qu'il s'agisse de la création de 110 unités d'enseignement pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique dans les écoles maternelles, l'unité maternelle autisme, ceci afin de travailler plus spécifiquement autour de la notion de plasticité cérébrale de ces élèves. Deuxième point important, le développement et la poursuite d'externalisation des unités d'enseignement dans les établissements scolaires, avec un réel souhait de désinstitutionnalisation de ces établissements, un rapprochement du milieu scolaire. Troisième point, le développement de dispositifs avec une évolution constante des unités localisées pour l'inclusion scolaire, ULIS, en lycée professionnel, en collège puis en lycée professionnel, de manière à compléter l'offre de formation dans un premier temps en premier degré, en collège, puis maintenant, de manière concertée, en lycée professionnel et en lycée. Second axe de sensibilisation de la politique à la scolarisation, en lien avec la scolarisation des élèves en situation de handicap, avec un renforcement de l'accompagnement et une réelle professionnalisation des accompagnants, passant par la pérennisation des emplois, transformation en CDI et la création du DAES, diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social. Nous sommes là dans le cadre d'une réelle professionnalisation de l'ensemble des emplois d'accompagnants et dans la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le cadre de leur parcours, que ce soit pendant la classe et en dehors de la classe. Parallèlement, un réel souhait de développement de formation dite conjointe entre le milieu scolaire et le milieu associatif, prenant en compte la situation des élèves en situation de handicap, c'est-à-dire donc un réel partenariat renforcé. Cette sensibilisation est prise en compte dans cette situation de handicap dans les établissements. Elle passe également par la notion de projet, que ce soit dans le cadre du premier ou du second degré, dans le cadre du premier degré par le projet d'école, dans le cadre du second degré avec le projet d'établissement, avec un volet obligatoire
concernant la manière dont sont prises en compte les élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette volonté forte d'instaurer un réel statut de représentant des parents d'élèves au sein des établissements scolaires. Et dernier point, le développement également d'une école dite numérique et inclusive. Nous allons donc aborder plus spécifiquement maintenant le contenu de ce nouveau diplôme qui est le KPI au travers de différents textes, de textes juridiques différents. Donc, le nouveau décret du 10 février, puis les deux arrêtés, un organisant plus spécifiquement l'examen, l'autre relatif à l'organisation de la formation professionnelle spécialisée, puis une circulaire présentant de manière plus précise à la fois le référentiel de compétences de l'enseignant spécialisé, mais en même temps les contenus même de formation. Nous devons garder à l'esprit un changement important dans la spécialisation des enseignants, c'est l'idée de certification commune premier et second degré. Nous sommes en présence d'une formation calée sur ces deux degrés, s'adaptant sur l'ensemble des lieux d'exercice des enseignants, qu'il s'agisse des écoles ou des établissements scolaires, type EPLE, ou établissements et services accueillant des élèves à besoins éducatifs particuliers relevant du secteur sanitaire et médico-social. Autre point, il est rappelé dans le texte que les élèves concernés sont des élèves en situation de handicap, des élèves en situation de grande difficulté scolaire, ou des élèves malades. Enfin, dernier point d'ordre général concernant le KPI, ce nouveau diplôme instaure même l'idée selon laquelle les missions confiées aux enseignants sont en même temps des missions de prévention des difficultés d'apprentissage, d'adaptation de l'enseignement et d'échange même dans l'idée de personnes ressources. Parmi les spécialités de cette formation, son aspect modulaire, puisque trois plans sont envisagés au niveau des contenus, des modules communs, des modules d'approfondissement et des modules de professionnalisation dans l'emploi. Le contenu même de cette formation, donc 300 heures, en fin de formation, afin d'envisager la passation de l'examen. Il est important de noter qu'il existe une possibilité de compléter cette formation de 300 heures par des modules d'initiative nationale qui seront délocalisés pour une durée totale de 100 heures par personne. De manière à répondre aux demandes des conseillers principaux d'éducation, un module d'initiative nationale spécifique sera développé. Il est important de noter que les stagiaires en formation seront accompagnés jusqu'à la présentation des épreuves par un tuteur pair. La formation modulaire donc s'organise en 3 points. Un module de tronc commun de 144 heures, comportant donc des modules obligatoires. 2 modules d'approfondissement au choix, de 104 heures donc avec des modules non fractionnables. Et enfin, un module de professionnalisation dans l'emploi de 52 heures non fractionnables. Il est au regard du poste occupé. Contrairement à la précédente formation, il n'y a pas d'organisation sur une durée excédant l'année scolaire. La formation débute par 4 jours au courant du mois de juin et commence réellement en début d'année scolaire. Elle se termine dans l'année scolaire. Les modules préparent aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive. Concernant les modules de professionnalisation dans l'emploi, ils sont développés selon les choix d'envoi en formation des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale. Pour la session 2017 et dans l'Académie de Dijon, les choix d'envoi sont centrés en cohérence avec les potentialités de formation SP et autour de la coordination des unités localisées d'inclusion scolaire, ULIS, et autour de l'enseignement en unité d'enseignement.
Pour les candidats KPI ayant été bénéficiaires de la formation en cas d'échec à l'examen, le texte prévoit une possibilité de maintien sur poste une année supplémentaire, avec bien entendu l'obligation de se représenter l'année suivante au KPI. Une dérogation de 2 ans pourra être accordée donc, par la rectrice sur une demande motivée. Dans le cadre de la formation continue, une possibilité de suivre des modules d'approfondissement dits modules mines. Les enseignants spécialisés qui souhaitent se préparer à l'exercice de nouvelles fonctions peuvent demander également à participer à un module de professionnalisation dans l'emploi. Il est prévu donc une attestation professionnelle précisant les formations suivies, une obligation bien entendu d'être sur poste telle que définie dans l'article 1 du décret. C'est une évolution importante puisque jusqu'à présent cette modalité ne concernait que le premier degré. Donc, simplement un point d'information pour cette année, la session précédant le début de la formation, donc de 24 heures, se déroulera le 29, 30 juin et le 3 et 4 juillet. La présentation à l'examen se déroule selon 3 épreuves consécutives. Une première épreuve, dite séance pédagogique d'une durée de 45 minutes avec un groupe d'élèves. Elle sera suivie donc d'un entretien d'une durée équivalente, 45 minutes, avec la commission de jury. Deuxième épreuve, entièrement nouvelle, entretien avec la commission à partir d'un dossier élaboré par le candidat portant sur sa pratique professionnelle. Présentation d'un dossier n'excédant pas 15 minutes avec un entretien de 45 minutes à la suite avec le jury. Une épreuve complètement nouvelle qu'il sera essentiel de suivre dans le cadre de la formation. Une préparation spécifique sera développée. Épreuve 3, également nouvelle, présentation pendant 20 minutes d'une action conduite par le candidat témoignant de son rôle de personne ressource en matière d'éducation inclusive et sa connaissance des modalités de scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Échange d'une durée de 10 minutes avec la commission suivra. Épreuve également complètement nouvelle puisque cette notion d'éducation nouvelle, l'éducation inclusive, apparaît dans le décret du 10 février. Dans cette diapositive, nous voyons donc les 3 épreuves. Une épreuve plus traditionnelle en classe, une séance pédagogique, une épreuve plus réflexive sur la pratique de l'enseignant même, et une 3e épreuve où l'on voit apparaître la notion de personne ressource. Chaque épreuve étant notée sur 20, une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve est exigée pour l'obtention du KPI. Le candidat qui, après un premier échec, s'inscrit à la session d'examen qui suit, à laquelle il a échoué, peut demander de conserver ses notes, en tout cas une note supérieure ou égale à 10 sur 20 qu'il a obtenue lors de la première session. Le jury est désigné par le recteur pour l'ensemble des membres de la commission, chaque commission étant composée d'un IEN ASH ou d'un IPR chargé d'une mission pour l'ASH, un IEN chargé de circonscription, un IPR de discipline ou un IEN LGET ou un DAZEN ou d'un ZEN adjoint. Un formateur ou conseiller pédagogique impliqué dans la formation KPI, mais n'ayant bien entendu pas suivi individuellement le candidat, et un enseignant spécialisé, parcours de formation suivi par le candidat. Le KPI est délivré par le recteur d'académie avec mention du parcours de formation suivi par le candidat par l'intermédiaire d'une attestation. Maintenant, quelques remarques importantes dues au changement entre KPSH de CSH vers KPI. Les enseignants premier degré titulaires du KPSH sont réputés détenir le KPI. Les enseignants du second degré titulaires du 2 CSH doivent présenter et réussir
l'épreuve 3, l'épreuve personne ressource pour obtenir le KPI. Dernier point important, pour une durée de 5 ans, les enseignants du second degré et qui exercent des fonctions dans les établissements scolaires, établissements et services sociaux sans détenir le 2CASH peuvent l'obtenir en présentant l'épreuve 1 du KPI. Enfin, nous terminons notre diaporama. Nous espérons avoir répondu à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser. Toutefois, vous pouvez contacter les IEN ASH des différents départements ainsi que le conseil technique ASH auprès de la rectrice pour obtenir de plus amples renseignements. Merci de votre attention.